vos attentes sur, notamment la réglementation. Si vous avez des besoins précis comme ça, moi je pourrais adapter bien ma présentation à vos besoins. Parfait. Alors je vais donner peut-être les noms des personnes, qui se présentent. Je vais donner le nom d'1 personne et ensuite il faudra se renvoyer la balle pour que chacun se présente. Alors, bien la 1re qui est sur mon écran, Salomé Marguerite. La parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis donc, alternante en tant que chargée de projet, transition écologique et énergétique au CROSS, donc, comité régional olympique et sportif de la région Centre-Val de Loire. Et donc, pour le contexte, on a signé avec la région il y a peu de temps une coalition dans le cadre de la COP régionale et donc, par rapport à ce webinaire, savoir à peu près comment, adapter, certaines pratiques donc au monde, et au mouvement, sportif en général. Donc voilà, j'ai hâte, de voir, comment je vais pouvoir, organiser tout ça. OK, vous pouvez renvoyer la parole à une autre personne? Heu, je l'ai pas, je vois pas. Hem, eh bien, Alban? Hop, bonjour. Donc, je suis directeur du VVF à Aiguzon, donc c'est un établissement d'hébergement, 42 logements, ouvert de mai à septembre. Voilà dans les grandes lignes. Donc, et puis donc Aiguzon, c'est tout au sud, sud, tout au bas de la région, à toucher la Creuse. Merci. À qui vous donnez la parole? Ah ouais, faut que je trouve sur le côté là les clac, clac, clac. J'ai j'ai pas tout le monde là dans le. J'ai pas tout le monde. En mode galerie, ah si, là j'en ai plus. Ok, Paul? Tac, c'est bon, est-ce que le micro fonctionne? Ok. Paul Kedwen, je suis directeur d'un centre de classe de découverte et de séjour de vacances sur le Loiret, à côté d'Orléans. Voilà, du coup, pour l'œuvre universitaire du Loiret. Et voilà, au niveau des déchets, moi, c'est l'intérêt, c'est enfin des déchets, du réemploi, etc. C'est sur le partage un peu de compétences des uns des autres, parce qu'on est sur un centre vraiment axé éducation à l'environnement. Donc, on fait déjà pas mal de choses. Et voilà, du coup, c'est voir un peu ce qui se fait ailleurs, les possibilités éventuellement, et éventuellement aussi l'accompagnement du personnel de service, notamment, où c'est pas toujours évident, même si on a des convictions personnelles ou de structure, voilà, de pouvoir un peu ce qui peut être mis en place. Et après, je sais pas si on va aborder un peu la loi Egalim, ce genre de choses. Voilà, du coup, c'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes. Voilà. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un de mes collègues qui était dans la liste, donc je vais faire du chauvinisme. Je vais passer la parole au Maresquet. Attendez. Oui, on vous entend. Donc moi je suis Jérôme Riguet, je travaille pour l'œuvre universitaire du Loiret aussi, et nous on est dans le Morbihan. Donc moi je dirige un centre de classe de mer du mois de début mars jusqu'à la Toussaint. C'est un centre à 4 classes. Je me bataille pas mal contre les déchets. Au niveau de la cuisine, j'aimerais voir un petit peu ce qui se fait chez vous, partout, comment vous arrivez à gérer ça. Après c'est la curiosité qui m'amène. J'ai envie de voir un petit peu les différentes expériences de chacun. Nous, on fait déjà pas mal de tri aussi. On a des poules, on a des chiens, on a un petit jardin pédagogique, on a un composteur. Donc voilà, on est sensibilisé à tout ça. Et puis au niveau de la loi Egalim, nous, on essaye déjà de mettre des choses en place par rapport à ça. Et donc voilà, j'ai envie de voir un petit peu les idées qui émergent de cette petite visio. Et après, je ne sais pas à qui je pourrais donner. Martin?
Je donne la parole à Vous Martin. m'entendez? J'entends bien. Ah, on vous entendait, on ne vous entend plus. Vous m'entendez, mais je ne vous vois pas pour l'instant. D'accord. Bon, le principe, juste comme vous êtes connecté un tout petit peu après, c'est de vous présenter la structure que vous représentez et est-ce que vous avez déjà des projets en lien avec le vrac et le réemploi? J'ai entendu qu'à moitié éventuellement aussi. Moi, je suis Tony Martin, le directeur du village vacances VVF à Amboise. Et bien, je viens ici donc, du coup, pour voir un petit peu aussi ce que va donner donc, du coup, cette loi qui va concerner 2025. Nous, on a déjà commencé dans tout ce qui était déjà dans du coup recyclage au niveau du village vacances aussi. Voilà un petit peu. Ah, ça y est, je vous vois maintenant. Ok. Merci. Qui n'a pas encore parlé? Alors, moi, je veux bien. Alors, je suis désolée, c'est pas mon vrai nom. Je suis sur mon Teams de boulot, donc comme ça, tout le monde connaît mon boulot, qui est psychologue. Mais c'est pas pour. Je suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis bénévole à YFU, qui est une association dont le siège est basé à Tours. Qui permet à des jeunes de partir en séjour d'immersion et qui reçoit aussi des jeunes sur le territoire français qui vivent une année d'immersion dans des familles bénévoles en France. Pour le fonctionnement de cette association, on a tout au long de l'année des regroupements en région, mais aussi à un niveau national. Donc, ça fait tout de suite beaucoup de personnes. Et là, on a un groupe de travail autour de l'écologie. Alors, il y a beaucoup de questionnements hein, autour évidemment des transports, des goodies, enfin voilà tout. Voilà. Et moi, je suis dans le groupe autour effectivement de tout ce qui est plutôt comment améliorer dans ces rassemblements-là. Tout ce qui est gestion des déchets, comment améliorer le tri des déchets, comment sensibiliser les personnes à ça. Voilà, et puis effectivement, tout ce qui est aussi éviter le gâchis alimentaire, enfin, etc. Voilà. Sur des rassemblements qui sont sur 2-3 jours, mais où souvent les personnes oublient leurs bonnes pratiques qu'ils peuvent avoir chez eux à la maison. Mais quand c'est un rassemblement loin de la maison, on peut avoir des surprises. Donc, je suis preneuse de plein de bons conseils pour pouvoir mettre ça en place au prochain rassemblement. Parfait, merci. Donc, je vois. Alors, désolée, j'ai le nom Elvire, mais je n'ai pas le nom des personnes. Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Alors, moi, je suis une élue du nord du département du Cher, Aubigny-sur-Ner, une petite ville de 5600 habitants. Je suis aussi élue à la communauté de Sologne, Saudré-Sologne, communauté de communes. Je suis désolée, c'est que je peine à parler parce que j'ai un retour dans. Voilà. Est-ce que vous m'entendez Oui, on vous entend. Ouais, j'ai un espèce de retour qui est très désagréable. Alors moi, je suis une élue très en colère. Je constate que les poubelles sont de moins en moins triées. Nous, on est en point d'apport volontaire pour tout ce qui est emballage, verre, et on commence le biodéchet. Et puis, c'est une escalade de non-sens, de non-investissement de la part de notre population. Je me suis amusée à faire le tour des poubelles avec les rippers et ce qu'on voit est vraiment dramatique. Donc, j'ai déclenché toute une série de réunions avec les référents de quartier au pied des immeubles de logements sociaux. Donc, je suis vraiment preneuse de tout ce qui peut être bons conseils, infos, pour essayer de faire en sorte que l'on trie mieux sur notre département et sur surtout ma commune et ma communauté de communes. Pardon. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre collègue ou vous êtes juste connecté sur deux C'est peut-être pour ça que j'ai un mauvais Larsen comme ça. Ah oui, peut-être essayer de vous reconnecter éventuellement si jamais ça. J'arriverai mieux à discuter avec vous parce que de s'entendre, c'est très,
déstabilisant. Voilà, ça doit être mieux. Ouais, c'est mieux. Super. Oui, j'avais essayé tout à l'heure et je n'avais pas dû fermer. Vous me sauvez la vie si je dois réintervenir. Pas de souci. Alors, il me semble que tout le monde s'est présenté, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Christian qui nous a mis un message dans la conversation. Oui, voilà, à part la personne qui ne peut plus, enfin, n'a plus de caméra micro. Ok, et ben écoutez, on va continuer. Du coup, oui, on se présente nous aussi quand même. Donc moi, je suis Léa, chargée de mission VRAC et réemploi pour la région Centre-Val de Loire. Je vais du coup expliquer juste après la convention de partenariat et l'objectif aussi de ce webinaire. Vous avez beaucoup parlé de recyclage, de valorisation des biodéchets, mais nous, on travaille bien sur le vrac et le réemploi, donc c'est vraiment éviter le déchet à la base. Mais on en reparlera, on aura le temps d'échanger. Et du coup, Lucia, si tu veux te représenter rapidement. Il faut que tu actives ton micro, par contre, Lucia. Ah oui, pardon. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucia Pereira, ravie de vous présenter la réglementation sur le réemploi. Je suis donc directrice des affaires réglementaires et juridiques de l'association. Merci. Alors oui, du coup, comme on vient de le dire, une présentation de la filière, du contexte. Ensuite, Lucia parlera de la réglementation et on aura un temps assez large de questions-réponses. On vous donnera bien sûr la parole. Si vous en avez qui vous viennent, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat ou éventuellement à nous interrompre. On prendra le temps évidemment d'y répondre à la fin. Alors, donc du coup, on va commencer avec la présentation de la filière sur laquelle on travaille. En fait, nous, on a identifié 2 très grands enjeux sur lesquels on veut travailler. Le premier, c'est le gaspillage alimentaire des produits. Aujourd'hui, c'est 30 kg de déchets alimentaires par Français, dont 7 encore emballés. Donc, c'est les yaourts périmés qu'on met à la poubelle, par exemple. Ça, en général, c'est un exemple qui parle assez. Le deuxième enjeu, évidemment, qui est lié les déchets d'emballage jetables. Aujourd'hui, tout ce qui est emballage en plastique à usage unique, ça forme carrément un continent et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les filières de recyclage ne sont pas aussi développées que ça, en tout cas pour le plastique. Excusez-moi, j'autorise juste une nouvelle personne qui se connecte à rentrer dans la salle. Voilà. Bonjour. Je peux gérer, hein, si tu veux, Léa, les entrées. Super. Ouais, merci beaucoup. Voilà, donc la solution que l'on propose face à ces 2 enjeux, c'est donc le vrac, la filière vrac et réemploi. Le vrac, il faut savoir que c'est un mode de distribution qui est du coup défini dans le code de la consommation, dans la législation française. Ce sont des produits qui sont présentés sans emballage, dont le consommateur peut choisir la quantité qu'il achète et il se sert dans un contenant qui est réemployable ou réutilisable. Les précisions réglementaires seront bien sûr faites par Lucia, mais juste pour vous dire, voilà, c'est un mode de distribution dont la définition est dans la loi, et elle est dans la loi notamment parce que nous, Réseau Vrac et Réemploi, avons milité pour qu'elle y soit inscrite. Sur les notions de réemploi, c'est un petit peu plus compliqué, donc on parle d'emballage réemployé et d'emballage réemployable. En fait, le premier réemployé, c'est quand on est un professionnel et qu'il faut qu'on sache tracer les contenants qu'on met en circulation. Par exemple, si je propose je sais pas moi, des biscuits dans un bocal consigné, comme ça les gens ils peuvent partir la journée, se promener pendant leurs vacances et ils reviennent le soir et ils me rendent le bocal consigné, je dois pouvoir le tracer. L'emballage réemployable, c'est un terme qui parle d'usage, ça veut dire qu'on réutilise son bocal et ça c'est une pratique consommateur en fait. Quand nous on va acheter en vrac, on amène nos propres contenants. Ça, c'est un peu technique et ce sera éventuellement précisé par Lucia si vous avez des questions sur ces termes un peu précis. Ouais, juste pour préciser, là, sur cette slide, ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez bien la différence entre recyclé et recyclable. Et là, vous voyez apparaître une nouvelle distinction sur réemployé, réemployable. C'est un peu les mêmes objectifs que recyclé, recyclable en termes d'information du consommateur. Merci. Bien sûr, c'est une filière qui présente de nombreux avantages. On retrouve les 2 enjeux présentés tout à l'heure. On réduit le gaspillage des produits par le vrac, on achète la quantité
dont on a besoin uniquement, donc on ne jette plus à la poubelle le surplus. Et en fait, consommer vrac ou consommer réemploi, ça permet de faire des économies, bien sûr, pas uniquement en termes de quantité d'emballage, mais aussi d'émissions de gaz à effet de serre ou même d'eau économisée. Ça vaut aussi pour le réemploi du verre. Souvent, on nous dit, oui, mais en fait, une bouteille en verre consigné, il faut la laver. Oui, mais en fait, par rapport au recyclage, l'ADEME, qui est l'instance de référence sur ces sujets-là, a publié plusieurs études montrant que le réemploi à partir de la troisième utilisation du verre permet de faire des économies sur ces secteurs que vous voyez à l'écran, en énergie, en émissions de CO2 et même en eau. En fait, le verre, quand on le recycle, quand on emmène sa bouteille de verre dans la benne qui va recycler le verre, ça implique de refaire chauffer des fours à très haute température, donc de consommer beaucoup d'énergie. Ça nécessite aussi de l'extraction de silice, donc ça participe également à l'épuisement des ressources. Donc nous, vraiment, ce sur quoi on va travailler, c'est sur le réemploi. Donc ne pas détruire la bouteille, mais la laver pour la réemployer, et non pas sur le recyclage. Mais ce sera aussi des termes qui seront précisés par la suite. Il reste encore, bien sûr, plusieurs défis pour généraliser ces deux modes de distribution, le vrac et le réemploi. Structurer la filière, c'est ce, bien sûr, sur quoi on travaille et ce sur quoi travaille Lucia en particulier, faire en sorte que cette filière continue d'être pérenne. Sécuriser les pratiques des professionnels, c'est pour ça notamment qu'on propose des formations, on y reviendra par la suite. Continuer à développer l'offre vrac et réemploi, que ce soit en type de produit que l'on peut trouver en vrac ou en préemballé consigné, mais également en lieu d'achat, pour le rendre en fait accessible aussi géographiquement parlant, et en point de collecte aussi pour tout ce qui est contenant consigné. Rendre l'expérience d'achat plus pratique, informer tous les publics et dès le plus jeune âge, tous les publics, j'en ai entendu certains d'entre vous parler de, voilà, on accueille des enfants, il faut aussi former, sensibiliser le personnel, les familles, donc voilà, c'est tous ces publics-là qu'il faut sensibiliser et informer. Et bien sûr, veiller à générer un impact environnemental positif. Aujourd'hui, en vrac ou en contenant consigné, on trouve beaucoup de produits. Alimentaires, c'est souvent le premier domaine auquel on pense, et ce qui est vrai, hein. Beaucoup d'épiceries salées, sucrées, c'est les pâtes, les lentilles, le riz, les biscuits. Des liquides alimentaires, des jus, des softs, des bières, du vin aussi. Des produits frais, mais tout un tas d'autres secteurs. La cosmétique, les produits de détergence pour nettoyer vos lieux d'accueil. D'autres secteurs aussi qui vous concernent peut-être un peu moins, mais s'y mettent également, la coiffure, la papeterie, tout ce qui est quincaillerie, bricolage, animalerie, on peut acheter des croquettes en vrac pour nos animaux, par exemple. Donc c'est vraiment une filière qui se développe et je ne veux peut-être pas dire se généralise, mais en tout cas qui se développe. Du coup, nous, l'association Réseau Vrac et Réemploi, donc elle a été fondée en 2016 par Célia Renesson qui voulait ouvrir sa propre épicerie vrac, mais qui s'est rendu compte justement qu'il manquait une fédération, un petit peu de filière qui apporterait cette structure, cette formation sur les sujets. Donc elle a fondé notre association qui aujourd'hui est similaire à la fédération de filière de tous les professionnels qui travaillent sur la vente en vrac et le réemploi des emballages. On a un conseil d'administration composé de professionnels de la filière et nous, équipe opérationnelle, nous sommes 11 personnes à travailler au niveau national. Parmi nos adhérents, on a 3 grands collèges. Le premier, ce sont les fournisseurs de produits, donc ça va être les producteurs des denrées alimentaires, les savonniers, tous ceux qui produisent des produits détergents aussi. Ensuite, tout à la fin, on a les distributeurs, ce sont les metteurs en marché des produits, donc évidemment les commerces en premier lieu. Et entre les deux, ce qu'on appelle apporteurs de solutions, ça va être tous les opérateurs du réemploi, donc les stations de lavage, ça peut être aussi les logiciels de traçabilité, ça peut être aussi des entreprises qui produisent des meubles pour le vrac ou le réemploi, des contenants consignés, etc. Donc on représente vraiment toute la chaîne de valeur du produit dans le champ presque jusqu'au moment où il est vendu directement au consommateur, ou proposé directement au consommateur. 3 missions principales. La première, c'est donc apporter ce fameux cadre
de filière. Lucia travaille beaucoup sur des actions de lobbying, elle vous en reparlera juste après. Ensuite, notre deuxième grande mission, c'est développer, accompagner. C'est ce qui vous intéressera particulièrement, je pense, à la fin de ce webinaire. On a plein d'outils qui permettent de réfléchir à développer une offre vrac et réemploi ou à travailler sur ces sujets-là. On propose évidemment des formations, on organise un salon professionnel aussi. Quand on adhère à notre association, nous proposons à nos adhérents une médiathèque avec plein de ressources et de documents clés. Et puis, on a un réseau évidemment d'adhérents et de partenaires assez large. Donc, on fait aussi de la mise en réseau en fonction des demandes et des besoins. Et notre dernière grande mission, c'est encourager, communiquer, sensibiliser le tout public à passer au vrac et au réemploi. Donc, on fait de la sensibilisation des citoyens, mais pas que. On peut aussi faire de la sensibilisation pour des journalistes, par exemple, et tout un tas d'autres personnes ou d'autres structures. Parce qu'en fait, à chaque fois, les porteurs de projets, ça peut être une personne individuelle, mais ça peut être aussi une entreprise, un territoire, une structure d'une autre fédération de filière qui veut travailler sur le développement du vrac et du réemploi. Alors, du coup, le contexte ici local, en Centre-Val de Loire, en fait, la région est plutôt en retard sur ces sujets de réduction du plastique jetable et du développement du vrac et du réemploi. Vous voyez à l'écran une carte qui a moins d'1 an et qui montre bien qu'on est 11e sur 13 régions en termes de commerce vrac par densité de population. Donc, évidemment, toutes les régions de France ne sont pas peuplées de la même manière, mais ça vous donne déjà une idée de notre retard, entre guillemets, à combler. Donc en fait, face à ce retard-là, nos adhérents que vous voyez à l'écran, les adhérents de Réseau Vrac et Réemploi, eux sont assez proactifs et veulent absolument faire progresser la région, faire progresser la filière ici sur le territoire. Vous voyez qu'ils sont assez nombreux et motivés pour faire avancer les choses. Par ailleurs, la région a des ambitions de réduction du gaspillage alimentaire et de réduction des déchets d'emballage ménager dans ses schémas territoriaux officiels. Donc voilà, c'est tout ce contexte-là, tous ces facteurs ont fait que nous nous sommes rencontrés, l'association Réseau Vrac et Réemploi et la région Centre-Val de Loire dès fin d'année 2021 pour en fait créer une coalition au sein de la COP régionale. Je crois que c'est le comité sportif qui a dit qu'ils étaient en train de créer une coalition au sein de la COP régionale. Et bien, c'est ce qui s'est passé pour le vrac dès 2022. En fait, la COP, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un espace en région Centre-Val de Loire où peuvent se rencontrer différentes parties prenantes d'une filière pour travailler collectivement sur un plan d'action, sur un sujet en faveur de la transition écologique et sociale. Ça s'est passé pour le vrac donc en 2022, où autour de la table se sont réunis plusieurs acteurs de la filière vrac. Donc, à l'époque, c'était surtout centré sur le vrac parce que nous travaillons uniquement sur le vrac. Aujourd'hui, on travaille aussi sur le réemploi suite à une fusion avec l'association Réseau Consigne, donc qui travaille sur le développement de la consigne en parallèle. Aujourd'hui, on est une seule et même entité. Donc, cette coalition vrac de 2022, en fait, elle réunissait des professionnels de la filière qui sont nos adhérents de région, un public plutôt institutionnel, avec l'ADEME dont j'ai cité une étude tout à l'heure, mais aussi bien sûr des personnes de la métropole orléanaise, de la région et de chambres consulaires. Et un volet plutôt associatif, à la fois associatif professionnel, l'UNAT n'en faisait pas partie, mais aurait pu presque, et un volet plutôt associatif aussi citoyen, avec des antennes locales de Zero Waste qui travaillent sur la réduction des déchets auprès des citoyens directement. Donc tout ce beau monde s'est vraiment réuni autour de la table pour réfléchir aux attentes du territoire Centre-Val de Loire, réfléchir aussi aux actions prioritaires à mener. Et in fine, ils ont donc rédigé un plan d'action qui aujourd'hui est en fait la feuille de route d'une convention de partenariat qui a été signée officiellement en janvier 2023. Elle va durer 3 ans, donc jusqu'en décembre 2025. Le plan d'action, c'est donc celui qui a été rédigé par la coalition. Vous voyez les 5 grands thèmes à l'écran et il répond aux besoins de 4 typologies de personnes physiques ou morales. D'abord, ce sont nos adhérents locaux, bien sûr, pour les soutenir, les accompagner dans leurs projets.
Ensuite, c'est pour développer le vrac et le réemploi auprès d'autres acteurs économiques de la région. Donc, ça peut être vous, les prochains. Il y a des actions aussi de communication qui sont prévues. Donc, ça, c'est le grand objectif qui s'adresse plutôt aux citoyens et citoyennes pour essayer de convaincre un maximum de personnes sur les sujets de vrac et de réemploi. Et enfin, le dernier grand objectif, le dernier grand profil d'acteurs que l'on cherche à toucher, c'est plutôt le volet public pour que les agents des collectivités et même les élus locaux, eux aussi, s'engagent dans le projet de développement du vrac et du réemploi. J'en ai fini sur la présentation de la filière et du contexte local. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ok. N'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Ou à écrire vos questions dans le chat si vous n'avez pas de micro ou pas de possibilité de prendre la parole. Oui, j'ai une petite question Ouais. au niveau du vrac, au niveau du traçage en collectivité, comment ça se passe? Vous voulez dire dans les cantines? Ouais. Alors, ça dépend des projets. En fait, les projets. DMT, tout ça. Ah oui, ok. Alors, quand c'est des cantines qui achètent des produits en vrac, il y a aussi le traçage des sacs vrac qui sont reçus ou des seaux qui sont consignés, qui sont étiquetés. Et après, quand on travaille avec la restauration collective, les sujets vrac, c'est aussi réduire les emballages jetables. Quand on propose les produits aux convives. Donc, ça veut dire qu'au lieu de proposer des petits fromages emballés individuellement ou des pots de yaourt petits format unique, on va travailler sur du fromage à la coupe, on va travailler sur des yaourts proposés en vrac dans des ramequins. Donc, c'est plutôt sur cette partie-là. Mais après, l'achat, à la base, il est aussi tracé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a qui veulent, n'hésitez pas. Et sinon, je vais laisser la parole à Lucia pour la suite. Est-ce que tu veux repartager ton propre écran ou tu veux que je défile, Lucia? Oui, je veux bien, ce serait mieux que je le partage si tu veux bien. Vas-y, je te laisse prendre. Voilà, tout le monde voit bien mon écran? Ouais, on voit bien. Super. Alors, on va faire un petit peu de droit. Donc, le cadre législatif national en France est très favorable au développement du réemploi depuis 2020. Donc, nous, on a 2 grandes lois qui sont vraiment venues marquer la volonté des pouvoirs publics de développer le réemploi, en plus donc des 2 autres modes de traitement des déchets qui sont la réduction. Donc quand on parle de réduction, on va parler par exemple de réduire le poids des emballages ou le recyclage. Donc là, le recyclage, c'est un traitement de déchets, un mode de traitement de déchets. Donc il y a 3 façons de traiter les déchets. C'est 1, réduire, 2, réemployer et 3, recycler. Et normalement, on a un principe on doit respecter cette hiérarchie des modes de traitement. Donc d'abord, on doit essayer de réduire, ensuite on doit réemployer, ensuite on doit recycler. Or, depuis plusieurs dizaines d'années, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travaux et de financements qui sont dédiés au recyclage et qu'en fait, le R de réemploi était vraiment passé à la trappe. Donc, tout le travail qu'on a mené, nous, depuis 2020, c'est de faire en sorte que le R de réemploi prenne toute sa place, notamment dans le cadre des REP, donc je vais vous en parler un petit peu, donc, qui sont les systèmes de responsabilité élargie des producteurs dans lesquels interviennent des éco-organismes comme Citeo ou l'ECO. Donc voilà, donc 2 grandes lois, la loi AGEC et la loi climat résilience. Donc j'ai entendu vous avez beaucoup parlé de la loi Egalim en introduction. En ce qui concerne le réemploi, il n'y a pas de disposition sur le réemploi dans la loi Egalim et on va vraiment se concentrer nous sur la loi AGEC et la loi climat.
Donc la loi AGEC, c'est 2020. Et cette loi AGEC, elle a des ambitions fortes sur la réduction des emballages en plastique à usage unique. Alors, à noter que quand on parle de réemploi, on n'est pas anti-plastique, hein, on est tout simplement anti-emballage à usage unique. Et nous, on travaille beaucoup sur les emballages, parce qu'on entend beaucoup parler de réemploi dans d'autres secteurs d'activité, comme réparer comment dire, des machines à laver ou des choses comme ça. Donc ça, c'est du réemploi aussi. Mais nous, on est vraiment sur le réemploi des emballages. Que ce soit des emballages primaires, donc c'est les emballages qui vont chez le consommateur. Les emballages secondaires, ce sont les emballages B2B, hein, qui sont entre le fournisseur et le distributeur, qui n'arrivent pas chez le consommateur. Et enfin, les emballages tertiaires, qui sont les emballages de transport. Nous, on travaille sur le réemploi de tous ces emballages-là. Donc la loi AGEC, elle a fixé l'objectif national de réduire d'ici 2025 de 20% les emballages plastiques à usage unique, dont au moins la moitié de cette réduction doit être obtenue grâce au réemploi. La loi AGEC a aussi fixé l'objectif d'ici 2040 de mettre fin aux emballages plastiques à usage unique. Donc tous les emballages plastiques à usage unique devraient être interdits d'ici 2040. Donc vous voyez que c'est une ambition très forte. Et cette ambition, elle peut être atteinte notamment grâce au réemploi des emballages plastiques ou en supprimant les emballages plastiques et en adoptant des emballages qui soient plus facilement réemployables. Parce qu'on va voir que réemployer le plastique, ce n'est pas le matériau le plus simple à réemployer. Ensuite, la loi AGEC, elle fixe un objectif de 50% de réduction des bouteilles plastiques à usage unique. Donc là, on rentre vraiment plus dans le secteur des bouteilles de boissons en plastique à usage unique mises sur le marché d'ici 2030. Et donc ça, c'est des objectifs globaux, c'est des objectifs nationaux. Vous allez voir qu'ensuite, il y a des textes d'application qui viennent donner des trajectoires, hein, sur ces objectifs-là. Mais on a aussi des obligations de réemploi qui sont aujourd'hui imposées aux metteurs en marché de produits emballés. Alors vous, d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas forcément vous-même metteur en marché de produits d'emballage. Par contre, vous avez sûrement des adhérents qui sont metteurs en marché de produits emballés ou d'emballage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2023, un décret a fixé une proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché. Donc, l'objectif, c'est que d'ici 2027, tous les metteurs en marché d'emballage mettent au moins 10% de leur emballage en format réemployé. Et en fait, c'est progressif puisque cette obligation, elle s'applique dès 2023 pour les plus gros metteurs en marché, c'est-à-dire ceux qui réalisent plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que ça a commencé déjà à s'appliquer. C'est progressif jusqu'en 2027, mais en 2027, tous les metteurs en marché doivent mettre en marché au moins 10% d'emballages réemployés sur le marché. Je vous donne un exemple concret, un charcutier ou un boulanger. Quand vous allez acheter une tranche de jambon chez votre charcutier, vous repartez avec un emballage jetable. Donc, votre charcutier, il est metteur en marché d'emballage jetable. À cet égard, il est concerné par cette obligation et ça veut dire que d'ici 2027, il faudra que sur les 100% d'emballage qu'il propose à ses clients, eh bien, au moins 10% de ces emballages soient réemployés. On a une méthodologie qui a été publiée par l'ADEME pour savoir comment on comptabilise les emballages réemployés, puisque c'est bien d'imposer des obligations d'emballage réemployé, mais derrière, il faut pouvoir comptabiliser, contrôler et tracer. Donc, on a une méthodologie de comptabilisation, que ce soit la comptabilisation par les metteurs en marché ou par les points de vente directement. Et alors, ce qui manque aujourd'hui, parce que en fait, la loi va un peu plus vite que le marché, c'est l'outil de traçabilité des emballages réemployés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien tracer les emballages recyclés. Par contre, on ne sait pas tracer, on n'a pas d'outil pour tracer les emballages réemployés. Et ces outils, ils sont en train d'être développés. L'objectif, c'est qu'ils soient intégrés notamment dans les logiciels de caisse des distributeurs, qui vont pouvoir donc tracer et comptabiliser le réemploi des emballages. Et enfin, on a une toute dernière étude qui est parue, une étude de l'ADEME,
qui vient expliquer comment, secteur par secteur, donc secteur des boissons, secteur des produits cosmétiques, secteur des produits détergents, secteur des produits frais, secteur des produits surgelés, vraiment secteur par secteur, il y a 21 secteurs qui ont fait l'objet de cette étude, comment chaque secteur peut faire progresser le réemploi, que ce soit dans l'emballage tertiaire, secondaire ou primaire. La loi AGEC a également créé un organisme qui s'appelle l'Observatoire du réemploi. Donc, Réseau Vrac et Réemploi en est partie prenante au sein de cet observatoire. La loi AGEC a également défini la notion de standard d'emballage réemployable. Et donc, aujourd'hui, les éco-organismes Citeo et l'ECO sont en train de travailler sur des gammes standards d'emballage. C'est beaucoup plus facile de faire du réemploi à partir d'emballages standards qui vont donc passer dans des laveuses, qui vont pouvoir aussi passer dans des mireuses, qui vont pouvoir recevoir des étiquettes standards, plutôt que de partir sur des emballages existants qui pourraient ou non être réemployés. Donc là, on a déjà une gamme standard d'emballage pour les bouteilles et pour les bocaux. Et les éco-organismes sont en train de travailler sur d'autres typologies d'emballages réemployables. Et grâce à ces emballages standards réemployables, eh bien, on va pouvoir inciter les metteurs en marché à emballer leurs produits dans ces emballages plutôt que dans des emballages à usage unique. Et ce que prévoit notamment la loi Climat et Résilience, c'est que lorsqu'un metteur en marché va emballer, je dis n'importe quoi, son cidre, par exemple, dans une bouteille en verre standard réemployable, eh bien, il va bénéficier d'une prime, c'est-à-dire qu'il va payer moins cher auprès de l'adhésion auprès de son éco-organisme parce qu'il aura utilisé un emballage standard réemployable. Donc, il y a des mécanismes d'incitation public pour inciter les metteurs en marché à utiliser ces emballages réemployables plutôt que des emballages à usage unique. La loi impose également donc, aux éco-organismes, donc je pense notamment à Citeo et à l'ECO, de dédier un minimum de 5% de leur chiffre d'affaires au développement de solutions de réemploi. Donc, typiquement, je parlais tout à l'heure d'un charcutier. Un charcutier, comme il met en marché des emballages, il a l'obligation d'adhérer à un éco-organisme. Donc, il adhère pour ce qui concerne les emballages primaires, soit à Citeo, soit à l'ECO. Alors, Citeo, c'est le principal éco-organisme. Hein, il est vraiment quasiment en position dominante. Et donc, en 2023, les 5% de chiffre d'affaires constituaient pour Citeo 50 millions d'euros. Ça veut dire qu'il a lancé un appel à projet avec une enveloppe de 50 millions pour financer les projets de ses adhérents sur le réemploi. Donc, ça peut être, par exemple, si je prends l'exemple du producteur de cidre, le producteur de cidre qui veut pouvoir emballer son cidre dans des bouteilles réemployables, eh bien, il doit adapter sa ligne de conditionnement. Et donc, le financement de ces CAPEX, qui sont donc des gros investissements de départ, de grosses machines, eh bien, sont pris en charge par l'éco-organisme grâce à ce fonds réemploi. Pareil, un distributeur qui souhaite mettre des produits en vrac dans son point de vente, donc il doit acheter des équipements de vente en vrac, hein, des silos, des trémies. Donc ça, pareil, ce sont des CAPEX qui peuvent être financés par le fonds réemploi de l'éco-organisme auquel il va adhérer. Donc voilà, je ne pense pas que vous, directement, vous soyez adhérent d'un éco-organisme, mais je pense que vos adhérents peuvent être adhérents d'un éco-organisme dès lors qu'ils mettent en marché des emballages. Et donc, il est important de leur signaler que ce fonds réemploi existe et qu'ils peuvent y prétendre. Il faut savoir que Citeo, sur les 50 millions d'euros, aujourd'hui, il n'a pas tout dépensé. Donc, la loi lui impose pour 2024 de redédier 5%, donc on va dire encore 50 millions, plus qu'il n'a pas dépensé en 2023. Juste, je t'interromps un tout petit peu, Lucia. Est-ce que parmi vous, pour vous donner un tout petit peu la parole, il y en a quand même qui proposent dans vos structures, je pense à toutes les structures d'accueil, villages, vacances, etc. Peut-être il y a une cafétéria où vous faites de la vente de boissons ou de choses comme ça? L'un ou l'une d'entre vous veut prendre la parole pour répondre, juste pour savoir si vous faites aussi de la vente de produits aujourd'hui En fait, alors moi j'ai un bar, par exemple, dans mon village vacances en Bois, j'ai un bar.
J'ai donc du coup quelques rares fois éventuellement des demandes d'emporter le café. Donc du coup j'ai des petits gobelets donc du coup qui sont recyclables donc du coup automatiquement. Je l'en propose au niveau des clients. C'était ça votre question. Ok, ouais, tout à fait. Ok, donc ça veut dire que donc là, vous êtes effectivement metteur en marché d'un petit peu d'emballage réemployable. Je ne pense pas que vous adhériez à un éco-organisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contrôle sur comment dire, les manifestations comme ça où on peut avoir des produits et des emballages qui sont proposés aux consommateurs. Il n'y a pas vraiment de contrôle. Il y a même beaucoup de commerces type boulangerie ou même charcuterie qui n'adhèrent pas à l'éco-organisme. Il y a beaucoup de commerces vrac qui n'adhèrent pas à des éco-organismes. Alors, quand vous adhérez à un éco-organisme, vous allez payer une adhésion qui est proportionnelle au volume d'emballage que vous mettez en marché. Donc, elle n'est pas forcément trop élevée si vous mettez peu d'emballage en marché. Et en contrepartie de cette adhésion, eh bien, vous pouvez accéder à un fonds réemploi pour développer des solutions de réemploi. Donc, ça peut être intéressant quand même de vous rapprocher de ces éco-organismes pour voir combien vous coûterait une adhésion à cet éco-organisme afin notamment de pouvoir bénéficier de ce fonds réemploi. En sachant qu'il y a 3 filières de responsabilité élargie du producteur dans lesquelles des éco-organismes interviennent. D'abord, on a la REP, responsabilité élargie de la restauration, donc pour tous les emballages de la restauration. Donc typiquement, là, votre exemple, monsieur, ce serait plutôt dans le cadre de cette filière REP de la restauration. Et pour information, donc Citeo, elle est éco-organisme qui est aussi compétent dans le cadre de la REP restauration. Ensuite, on a la REP emballage ménager. Donc là, c'est tous les emballages qui finissent chez le consommateur. Donc là, c'est Citeo et l'éco. Et enfin, on a la REP emballage industriel et commerciaux. Donc ça, c'est les emballages qui sont entre le fournisseur et le distributeur, qui est nouvelle en France. Donc le cahier des charges est en train d'être rédigé. Et normalement, la REP EIC devrait être effective en 2024. Alors ensuite, la loi AGEC et ses décrets d'application a prévu aussi d'imposer aux commerces de plus de 400 mètres carrés, donc là on est vraiment sur les grosses GMS, les grandes et moyennes surfaces, de mettre à la disposition des consommateurs à la sortie des caisses des bacs de tri pour que le consommateur puisse, dès le moment où il met ses courses dans son caddie, enlever les emballages et mettre directement dans ces bacs les emballages des produits qu'il achète chez le distributeur. Il faut savoir que cette disposition n'est pas du tout appliquée. Et pour votre information, il va y avoir une évaluation parlementaire de l'application de la loi AGEC là, en 2024 pour voir notamment les dispositions qui sont appliquées ou pas. Celle-ci fait partie des dispositions qui ne sont pas du tout appliquées par les commerces de plus de 400 mètres carrés. Depuis la loi AGEC, ces mêmes commerces, les commerces de plus de 400 mètres carrés, ont l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs des contenants réemployables propres, à titre gratuit ou onéreux, pour leur permettre d'acheter donc des produits en vrac, que ce soit dans des rayons libre-service comme des produits, du riz, des pâtes, voilà, ou bien dans le rayon trad pour acheter de la viande, du jambon. Au lieu d'acheter ça dans des emballages jetables, le commerce doit lui proposer une alternative en contenant réemployable. Alors certains, comme Carrefour et Intermarché, ont commencé à proposer des contenants réemployables dans leur rayon trad. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps, mais voilà, en tout cas, la réglementation existe. Moi, j'ai juste une question par rapport à ça, là, au niveau de ces bacs qui devraient être mis en place à la sortie, on va dire, des grandes et moyennes surfaces. Est-ce que c'est pas se mordre la queue, en définitive, c'est plus un travail sur le suremballage au départ, plutôt que de mettre à disposition des bacs qui permettent d'enlever l'emballage qui a été produit. De ne pas le produire serait la solution, en fait. Ah bah bien sûr, oui, oui, on est sur là, vous êtes sur le R, qui est le premier mode de traitement. C'est le R, c'est réduire. Donc réduire, c'est ne pas produire, en effet. Ouais. Mais Parce voilà. que du coup, mettre en place des bacs qui sont là à disposition, évidemment, c'est bien. Il y avait eu des actions à une époque qui avaient essayé d'être lancées, de laisser le suremballage dans les caddies. Voilà, bon, au final, ça n'a pas pris plus que ça.
Mais, mais du coup, se dire, produire pour que ce soit de toute façon mis à la poubelle, que ce soit au supermarché ou à la maison, à la rigueur, j'ai envie de dire, peu importe, dans tous les cas, ça finit à la poubelle, en vue d'un recyclage potentiel, c'est pas la solution en définitive. C'est pas la solution, mais en fait, si vous embêtez les distributeurs avec ces bacs de tri, qui vont être compliqués pour eux à gérer, ils vont devoir ensuite eux-mêmes mettre ça au recyclage et cetera. Ça va les inciter, eux, dans leur sourcing, à choisir des produits, qui justement sont pas suremballés. Donc Ou à mettre la pression sur les agro-industriels qui font effectivement tout ça. exactement, exactement. Voilà. Et donc depuis 2021, donc pareil, loi AGEC, on a un droit, qui a été consacré dans le code de la consommation, c'est le droit du consommateur d'être servi dans un contenant réemployable. Alors typiquement, là, je vous donne l'exemple, vous parliez, un monsieur tout à l'heure qui parlait d'un débit de boisson où, les consommateurs lui demandaient du café à emporter, donc il proposait un petit, gobelet, recyclable. Typiquement, le consommateur pourrait très bien venir avec son propre contenant et vous demander: «Moi, j'aimerais être servi dans ma gourde ou dans mon contenant réemployable». Ou vous-même, vous pourriez aussi prendre l'initiative de remplacer ces contenants, recyclables par des contenants réemployables consignés que le consommateur vous ramènerait et que vous laveriez et que vous remettriez à la disposition de vos consommateurs. D'un point de vue, impact environnemental, il y a beaucoup d'études, qui ont été faites pour comparer, le recyclable avec le réemployable, notamment la question de savoir est-ce que si je lave, du coup l'impact environnemental, il est pareil que si je recycle? Et donc, la réponse est non. Même si j'utilise de l'eau pour laver, c'est toujours mieux de laver sa vaisselle que de la jeter. Il ne faut pas avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre, cela. Mais néanmoins, il y a eu des études qui le montrent. Après, il faut juste éviter que les emballages, propres, vides, en verre notamment, voyagent, dans des distances qui soient trop, importantes. On parle notamment de 500 kilomètres, donc ça reste quand même assez grand. Mais, l'ACV du réemploi est toujours, favorable par rapport à celle du recyclage. Donc voilà, les consommateurs, ils ont le droit d'être servis dans un contenant réutilisable. Le contenant, il doit être propre et adapté à la nature du produit acheté. Donc pour l'alimentaire, c'est très facile, parce qu'on a un logo qui montre les contenants qui sont aptes au contact alimentaire ou bien c'est des contenants dont on sait, c'est manifeste. Par exemple, une gourde, on sait que c'est apte au contact alimentaire. Et le consommateur, ça s'est inscrit dans la loi, devient responsable à partir du moment où il décide d'acheter dans un contenant qu'il a apporté, il devient responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. Donc là, on a vraiment ici un principe de responsabilité du consommateur, parce qu'on avait beaucoup de commerçants qui nous disaient: «Ah mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si mon consommateur il a mal lavé? Moi je peux pas, vérifier que le produit est complètement propre et désinfecté comme un contenant à usage unique» et cetera. On a ici un principe de responsabilité du consommateur, mais ce principe ne peut être, ce transfert de responsabilité vers le consommateur ne peut s'appliquer que si, dans le point de vente, vous avez mis en place un affichage qui informe le consommateur sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants. Et en fait, ces affichages, ils sont très faciles. Nous, on en met à la disposition de nos adhérents. Pour l'alimentaire, ils sont très faciles à mettre en place puisqu'en fait, les contenants alimentaires, on a le logo qui explique ce que c'est un contenant apte alimentaire et puis par ailleurs, ce sont souvent des contenants qui peuvent passer, au lave-vaisselle, peu importe, le matériau. Et du coup, par rapport à ça, moi, je vais vous donner un exemple où on a été confronté dans une biocoop avec ma compagne à une difficulté. On était venu avec des bouteilles de limonade et des bouteilles de bière avec la capsule qui se referme sur le haut, là, avec le petit joint caoutchouc, pour acheter du produit vaisselle, parce qu'on ne voulait pas acheter les contenants en plastique pour limiter du coup le plastique et les emballages plastiques. Les distributeurs de produits n'étaient pas du tout adaptés à ce type de contenant et du coup, impossible de remplir les bouteilles parce que ça débordait systématiquement, il n'y avait pas le vide d'air qui se faisait, etc. Et du coup, les vendeurs de la Biocoop étaient étonnés de nous voir arriver avec nos bouteilles en verre pour remplir ceci. Et deuxièmement, ça ne fonctionnait pas.
Donc après, la solution qu'on a imaginée, c'était de venir avec des gros bocaux avec un goulot très large, où là, effectivement, il n'y a pas ce problème de vide d'air. Mais du coup, il y a aussi un problème où on nous incite à acheter les bidons en plastique qui sont fournis au départ, etc., alors qu'on pourrait tout à fait fonctionner avec des éléments de récupération, mais le distributeur n'est pas fonctionnel pour ça, quoi. Mmh. Alors, c'est très intéressant comme remarque. Donc, c'est vrai que là, moi, je me concentre un peu sur l'alimentaire, mais en ce qui concerne les produits cosmétiques ou les produits détergents, il y a un principe qui interdit qu'on utilise des emballages alimentaires ou qui évoquent l'alimentaire pour conditionner un produit non alimentaire. C'est la raison pour laquelle quand vous allez dans un supermarché, vous voyez bien dans le rayon, cosmétiques ou détergents que les emballages de ces produits ne ressemblent pas du tout aux emballages des produits alimentaires. Pourquoi? C'est pour éviter le risque qu'à la maison, eh bien, malgré l'étiquetage, on a un bocal, qui ressemble à un pot de confiture avec un liquide dedans et puis, même s'il y a un étiquetage qui dit que c'est un produit détergent, un enfant ou que sais-je, se dit: «Bah, tiens, ça doit être du jus de pomme» et l'ingère. Donc d'abord, il y a ce principe d'interdiction. On n'a pas le droit et les distributeurs doivent refuser de servir des consommateurs dans des emballages alimentaires ou qui évoquent l'alimentaire pour du non alimentaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans beaucoup de points de vente, effectivement, pour acheter de la cosmétique ou de la détergence, on va vous imposer d'acheter un premier contenant qui a été un contenant validé par la marque, qui a vérifié que, ce matériau est apte à recevoir son produit et que l'intégrité du produit ne sera pas altérée par le matériau. Et pour lequel il en faut au moins 2, parce que si on veut une rotation, si le magasin n'est pas à portée de main, voilà, Voilà. il faut multiplier les OK. Voilà, exactement. Alors effectivement, il y a un gros besoin de standardisation, notamment sur le marché des produits non alimentaires, parce qu'on n'a pas de normes, comme on a dans le secteur alimentaire pour dire ça c'est apte un contenant apte aux produits cosmétiques, ça c'est un contenant apte aux produits détergents. On n'a pas ces normes-là, donc il faut travailler sur ces normes et une fois qu'on aura ces normes, les metteurs en marché vont pouvoir, d'office autoriser la vente en vrac de leurs produits dans ces contenants, standards. Mais aujourd'hui, il n'existe pas. Donc ce droit du consommateur de venir avec son propre contenant, il est quand même, l'exercice de ce droit, il peut être limité par des principes de sécurité comme celui-là. Voilà, donc bien penser en tout cas, si vous décidez ou si vos adhérents décident, d'accepter de servir un consommateur dans un contenant qu'il apporte et qu'il a lavé lui-même, bien mettre en place un affichage qui lui dit: «Vos contenants, on les accepte, mais attention, il faut qu'ils soient aptes au contact alimentaire» et vous mettez le petit logo, l'assiette et le verre. Et il faut qu'il soit, propre, lavage au lave-vaisselle ou lavage à la main. On a un process, nous on peut, vous aider si vous le souhaitez à rédiger ces affichages. Ensuite, on a, je vous en parlais, plusieurs études, hein, qui sont, qui viennent en fait, un peu, évaluer la pertinence du réemploi versus le recyclage. On a déjà une première évaluation environnementale de la consigne pour réemploi des emballages en verre qui montre, comme je vous le disais tout à l'heure, que réemployer du verre, à partir du moment où on ne fait pas circuler les emballages en verre propres sur plus de 500 kilomètres, eh ben, ça a un impact environnemental positif par rapport au recyclage du verre. Et là, il y a un volet B sur la consigne pour réemploi des emballages dans d'autres matériaux, donc le plastique et l'aluminium notamment. Et cette étude, elle devrait sortir donc en 2024. Sur les autres matériaux, on a quand même des grosses questions parce que laver du plastique, un plastique qui a contenu notamment un produit liquide vaisselle, vous imaginez que c'est pas toujours très simple, et que ça peut venir contrebalancer, l'ACV du réemploi, par rapport à celle, qui est bonne pour le verre. Donc la loi AGEC a également prévu, à compter du 1er janvier 2025, que les services de restauration collective qui ont de la vente à emporter, doivent proposer de servir les consommateurs dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. Aujourd'hui, sur le secteur de la consigne pour réemploi, alors j'ai
je vais peut-être vous préciser un peu ce qu'on entend par réemploi. Donc, vous avez vu, la France, elle s'est fixé des objectifs de réemploi, hein, notamment pour réduire les emballages à usage unique en plastique, les bouteilles pour boissons en plastique. Alors, comment un metteur en marché peut atteindre, oui, ses obligations de réemploi? Comment il peut faire du réemploi? Il a 3 façons, en fait. La première façon, c'est de faire, au lieu de préemballer ses produits dans des emballages à usage unique, il les préemballe de la même façon, mais dans des emballages réemployables, en verre, en plastique, en aluminium. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le préemballé réemployable. Souvent, il va être associé à une consigne, puisque si je préemballe, dans des bouteilles réemployables, bah, je veux pouvoir récupérer mes emballages pour pouvoir les laver et ensuite les remettre en circuit. Donc le préemballé consigné, c'est une première façon de faire du réemploi. La deuxième façon, bah, c'est de dire: «Bah, moi, j'autorise que mes produits soient vendus en vrac». Donc là, au lieu de vendre des emballages de, 1 kilo de riz, eh bien, je vais vendre à mon distributeur un grand volume de riz, je vais dire 10 kilos de riz, par exemple, et mon distributeur, il va transvaser ces 10 kilos de riz dans un équipement de vente et le consommateur, il va venir acheter mon riz avec son propre contenant. Donc là, dans le cadre du vrac, pareil, on a un contenant réemployable, mais cette fois, il est lavé par le consommateur. Donc il y a le réemploi par le professionnel. Dans le cadre du préemballé consigné, le contenant est lavé par le professionnel. Dans le cadre du vrac, le contenant est lavé par le vrac. Alors, si je reviens sur le préemballé consigné, aujourd'hui, il y a déjà des dispositifs de consigne, hein, qui existent en France, de consigne pour réemploi. Plutôt d'ailleurs des petites boucles régionales. On a beaucoup de nos adhérents je crois que j'ai une carte, voilà. Voilà, ça c'est une cartographie de nos adhérents opérateurs de réemploi. Donc ce sont notamment des opérateurs qui ont des laveuses pour laver les emballages en verre. Et vous voyez, ils sont organisés en régions. Notamment parce que, jusqu'à, l'étude de 2023 de l'ADEME, on disait que les emballages réemployables ne devaient pas circuler plus de 200 kilomètres. Alors aujourd'hui, on a étendu à 500, mais jusqu'à présent, c'était 200 kilomètres. Donc ils s'étaient organisés comme ça en région et en fait, ils fédéraient au niveau local des producteurs, donc par exemple des vignerons, avec des distributeurs, par exemple des Biocoop, et les vignerons emballaient leurs boissons leurs vins dans des bouteilles réemployables qui étaient lavées par l'opérateur de réemploi et qui étaient collectées auprès des Biocoop qui étaient partenaires. Voilà, donc ça fonctionne, hein, déjà, assez bien au niveau des boucles locales avec des petits producteurs et puis des circuits de distribution plutôt courts comme Biocoop. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, pour les produits qu'on peut trouver en préemballé consigné, on reste beaucoup sur des produits alimentaires. Aujourd'hui, on n'a pas de produits détergents, on n'a pas de produits cosmétiques préemballés consignés. Et on est encore beaucoup dans des matériaux en verre. Et le gros des produits qui sont aujourd'hui distribués en préemballé consigné, ce sont les boissons. D'accord? Donc les vins, les bières, les softs et les jus. Il y a eu beaucoup d'annonces ministérielles un peu contradictoires cet été notamment entre est-ce qu'il va y avoir une obligation de consigne pour recyclage, une obligation de consigne pour réemploi. Et en fait, ça a entraîné beaucoup de confusion. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, il n'y aura pas d'obligation pour les metteurs en marché de consigne pour recyclage ni de consigne pour réemploi. Cependant, l'État est en train de pousser, notamment dans le cadre de la REP emballage ménager, donc avec Citeo et l'Eco, pour les emballages primaires, est en train de pousser pour que, dans le cadre de cette REP, en 2024, il y ait quand même une étude de préfiguration qui soit menée pour voir comment on pourrait organiser un dispositif de consigne pour recyclage en France. Pourquoi un dispositif de consigne pour recyclage? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de collectivités locales en France qui n'ont pas atteint leur niveau de performance des taux de collecte des emballages recyclables. Donc, il y a beaucoup d'emballages recyclés qui sont recyclables, qui circulent, mais finalement, il y en a très peu qui sont recyclés. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'arrive pas à les collecter. Donc, les collectivités locales n'arrivant pas à collecter suffisamment d'emballages recyclables,
eh bien, on va imposer enfin, l'État souhaiterait imposer à ces collectivités qui n'atteignent pas leur niveau de performance des dispositifs de consigne pour recyclage. C'est-à-dire que le consommateur payerait une consigne sur son emballage recyclable, ce qui l'inciterait à venir rapporter son emballage pour qu'il puisse être recyclé. Et là, on améliorerait le taux de collecte des collectivités locales. Donc, vous voyez que là, on est sur un débat sur la consigne pour recyclage et pas du tout la consigne pour réemploi, qui, elle, resterait donc du domaine du volontariat. Alors nous, on est vraiment là en train de négocier pour que dans le cadre de cette étude de préfiguration d'un dispositif de consigne pour recyclage, eh bien, l'étude, elle soit en fait basée non pas que pour le recyclage, mais aussi pour le réemploi. Donc de préfigurer une étude sur un dispositif de consigne à l'échelle nationale pour réemploi et pour recyclage. Citeo, de leur côté, ils ont lancé donc depuis l'année dernière un projet qui s'appelle Reuse, donc ils prennent un petit peu d'avance sur la réglementation pour préfigurer un dispositif national opérationnel de consigne pour réemploi. Et ils le préfigurent entre des gros metteurs en marché, parce que Citeo, il représente plutôt les gros metteurs en marché et les grosses GMS. Donc, en train de travailler donc, avec les grandes marques nationales et les grands distributeurs pour imaginer un dispositif national opérationnel de consigne pour réemploi. Donc, avec, par exemple, Dossi ou encore des producteurs comme Kellogg's et de la grande distribution. Donc nous, Réseau Vrac et Réemploi, on est évidemment partie prenante de ce projet. L'objectif, c'est effectivement que Citeo s'appuie sur nos adhérents qui font déjà du lavage, de la collecte, du tri, de la massification d'emballages réemployables. Alors ensuite, vous avez vu que là, on était sur la consigne. Pour revenir maintenant sur le vrac s'est développé très, très vite puisqu'en fait, c'est une façon de faire du réemploi qui est quelque part plus simple que le préemballé consigné parce qu'en fait, c'est le consommateur qui lave son contenant. Donc c'est beaucoup plus facile, de donner la responsabilité à chaque consommateur de laver et de réemployer son contenant plutôt que de partir sur des dispositifs avec de la collecte, du lavage industriel, on est d'accord. Après, tous les produits ne sont pas vracables, hein, ça va être compliqué, par exemple, de vendre en vrac des chips. Donc, il y a des produits qui pourront de toute façon jamais être vendus en vrac. Et par ailleurs, il y a des consommateurs qui n'ont pas envie d'acheter en vrac. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a aussi la solution du préemballé consigné pour quelque part obliger le consommateur à faire du réemploi. Mais pour les consommateurs les plus courageux, on a une solution de réemploi qui est quand même très simple, notamment pour les produits alimentaires secs, mais pour les produits détergents, pour les produits cosmétiques aussi. C'est assez simple de les acheter en vrac et donc depuis 2020, on a une définition de la vente en vrac qui nous a permis d'avoir beaucoup d'études, beaucoup d'avis, beaucoup de contrôles qui nous ont aujourd'hui permis d'avoir un cadre très clair. Quelles sont les obligations qui pèsent sur le metteur en marché, sur le distributeur et sur le consommateur? Quelles sont les obligations du distributeur en termes d'affichage, notamment les affichages conso sont très importants dans le cadre de la vente en vrac. On sait aussi quels sont les produits autorisés, les produits interdits. Il y a une distinction qui est faite selon le circuit de distribution. Donc, si vous êtes sur un circuit court avec un personnel formé, vous allez avoir des dispositifs de distribution qui sont pas du tout, qui sont low-tech, qui sont pas du tout automatisés, pas sécurisés. Alors que si vous allez en GMS, en grande distribution, dans la mesure où il n'y a pas de personnel formé dédié pour notamment dire au consommateur qu'il ne peut pas acheter son produit détergent dans une bouteille de jus, eh bien là, c'est l'équipement de vente qui va devoir sécuriser tous ces risques-là. Et donc, ça va être des équipements plus automatisés, donc plus chers, et donc le prix des produits vendus en vrac va être obligatoirement plus important que dans des circuits courts. Et on trouve ça assez intéressant qu'il y ait un mode de distribution qui permette finalement à ces circuits courts de venir tirer leur épingle du jeu en leur permettant d'avoir des solutions moins chères et donc des produits compétitifs.
L'article 23 de la loi climat, lui, il oblige les commerces de plus de 400 mètres carrés, donc toujours les grosses et moyennes surfaces, de dédier d'ici 2030 au moins 20% de leur surface de vente à la vente en vrac. Donc aujourd'hui, en moyenne, il faut savoir qu'une grande surface fait environ 12% de produits sans emballage si on intègre le rayon fruits et légumes, le rayon trad ou le rayon poissonnerie, charcuterie, où vous avez des produits présentés sans emballage. Par contre, ils vont devoir faire un effort pour proposer une alternative à leurs sachets jetables dans l'ensemble de ces rayons, mettre des sacs en tissu dans les rayons fruits et légumes, proposer des contenants réemployables dans les rayons trad et dans les rayons vrac, et puis aussi, puisqu'on n'est qu'à 12%, développer d'autres rayons. Et ce qu'ils sont en train de développer beaucoup là, c'est les rayons de produits liquides qui sont encore assez peu présents en grande distribution, que ce soit des liquides alimentaires et non alimentaires. Et dans les plus petits commerces, la loi a pas voulu être aussi, comment dire, stricte. Et donc, il y a une expérimentation qui va être menée dans les plus petits commerces pour voir comment aussi on peut développer le vrac, quels sont les freins dans ces petits commerces et comment les lever. Aujourd'hui, on a beaucoup de travaux encore en cours au niveau du vrac. Notamment, on travaille avec la DGCCRF sur la rédaction de lignes directrices sur les bonnes pratiques de la vente en vrac à destination des professionnels. On travaille aussi avec le ministère de l'Agriculture sur un guide des bonnes pratiques de la vente en vrac, un GBPH vrac, en fait, qui va donner les règles d'HACCP. Je ne sais pas si ça vous parle, l'HACCP, c'est les règles d'hygiène. Aujourd'hui, un exploitant du secteur alimentaire doit avoir une formation HACCP. Notre objectif, c'est de faire en sorte que demain, si un commerce a un rayon vrac, il ait un module obligatoire sur l'HACCP spécifique au vrac, grâce à ce guide des bonnes pratiques qui va être rendu officiel en 2024. On a une autorisation en France uniquement de vendre de l'huile d'olive en vrac. C'est un privilège qu'on a réussi à avoir en France par rapport à une interdiction européenne qu'on essaye de lever aussi. La seule difficulté pour l'huile d'olive, c'est qu'elle est autorisée en vrac, mais sous certaines conditions, et notamment interdiction du libre-service. Donc, si vous allez dans un Biocoop ou dans un commerce vrac qui propose de l'huile d'olive, normalement, vous avez un affichage qui dit demandez à un membre du personnel de vous servir. Et donc, cette interdiction de libre-service, c'est un frein au développement de la vente en vrac d'huile d'olive, notamment en GMS, en grande surface, ils ne mettront jamais quelqu'un pour servir de l'huile d'olive en vrac. Et donc, on travaille à faire lever cette interdiction. Et puis, on travaille aussi à faire lever des interdictions qui ne sont pas justifiées. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de lait en vrac chez des distributeurs. Vous pouvez en avoir directement dans la ferme, mais pas chez un intermédiaire. Les compléments alimentaires, les produits de nutrition spécialisés comme les riz pour bébé ou les compotes pour bébé, les produits surgelés, tout ça, c'est interdit à la vente en vrac. Et donc, c'est des restrictions qui existent au niveau européen qui ne sont pas justifiées. Et notre association travaille pour lever ces freins. Alors, pour revenir donc aux filières REP, voilà, donc ça, c'est les 3 REP qui existent aujourd'hui, enfin, qui concernent en tout cas les emballages de produits de grande consommation. La REP emballage ménager, donc si vous mettez en marché des emballages qui finissent chez le consommateur, vous devez adhérer à la REP emballage ménager. À savoir que, par exemple, quand vous faites de la vente à emporter, dans votre débit de boisson, là, votre petit gobelet, ça, c'est un gobelet qui est géré par la REP emballage ménager, même si vous êtes restaurateur, parce que dans la REP restauration, ne vont être pris en charge que les emballages du professionnel de la restauration. Donc, quand on fait de la restauration à emporter, on est soumis à la REP emballage ménager pour les emballages qui sont donnés aux consommateurs. La REP restauration qui va entrer en vigueur en 2024, on sait que Citeo va être l'éco-organisme qui va se placer sous cette REP-là, et la REP emballage industriels et commerciaux qui va aussi être créée en 2024. Pour les emballages industriels et commerciaux, je vous donne un exemple. Mon emballage de riz de 10 kg, c'est un emballage industriel et commercial. Et il faut aussi travailler sur le réemploi de ces emballages industriels et commerciaux. Donc nous, on est partie prenante sur l'ensemble de ces REP, c'est-à-dire qu'on est dans la gouvernance de Citeo, on est dans la gouvernance de l'éco,
on sera dans la gouvernance des éco-organismes des 2 autres REP et on représente la voix des acteurs du réemploi dans ces REP pour faire en sorte que le R de réemploi ait une place aussi importante que le R de recyclage, ce qui n'était pas le cas, jusqu'à présent. Donc ça, je vous l'ai un petit peu déjà dit, le principe des REP, c'est que tout producteur d'emballage doit contribuer au financement de la collecte et de la fin de vie de cet emballage. Donc à partir du moment où vous mettez en marché un emballage, vous êtes soumis à l'obligation d'adhérer à un éco-organisme. Vous adhérez et le montant de votre adhésion, il est proportionnel au volume d'emballage que vous mettez en marché. Et grâce à cette adhésion, vous allez avoir des contreparties, notamment donc l'accès au fonds réemploi dont je vous parlais. Vous allez aussi pouvoir avoir accès à des informations hein, sur les gammes standards d'emballage. Aujourd'hui, ces éco-organismes, dans les 3 REP, hein, emballage ménager, restauration, emballage industriel et commerciaux, ils doivent, c'est eux qui ont l'obligation de travailler sur la standardisation des emballages et notamment des emballages réemployables. Et ils doivent diminuer l'adhésion de leurs adhérents selon qu'ils utilisent ou non des emballages réemployables. Exemple, un fournisseur de cidre, s'il continue en 2027 à emballer son cidre dans un emballage à usage unique, alors qu'il y a un emballage réemployable standard qui est disponible, eh ben, il va payer une pénalité, alors que celui qui va comment dire, utiliser l'emballage réemployable, il va bénéficier d'une prime et donc il paiera moins cher son adhésion. Alors, au niveau français, vous voyez que le réemploi a une place importante hein, depuis 2020, en tout cas au niveau des législateurs. Au niveau du pouvoir administratif, quand on arrive au niveau des décrets, parfois on a des petits freins, mais on arrive quand même à essayer, à les lever hein, en faisant du lobbying. Au niveau européen, il faut savoir qu'il y a un texte qui est en préparation et qui peut venir mettre à mal toutes ces avancées qu'on a eues en France sur le réemploi. C'est le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage, ce qu'on appelle la PPWR. Avant, c'était une directive, maintenant ça va devenir un règlement. Et donc, ce règlement, il va, quand il sera adopté donc en 2024, s'appliquer directement dans les États membres. C'est le principe de primauté du droit de l'Union européenne. Et contrairement aux directives, les règlements, ils s'appliquent directement. Alors que les directives, elles doivent faire l'objet d'une transposition par l'État membre au moyen d'une loi ou d'un décret. Et souvent, les États membres, quand ils transposent des directives, ils ont des petites marges de manœuvre pour essayer de faire en sorte que ça ne vienne pas trop contredire leurs droits nationaux. Mais là, ce sera un règlement, donc il s'appliquera directement. Dans le cadre de la révision de ce texte, évidemment, les acteurs du réemploi essayent de faire le même travail qu'on a fait en France, mais au niveau européen, c'est-à-dire consacrer la même place au réemploi qu'au recyclage. Et donc, imposer du réemploi aux metteurs en marché. Et imposer peut-être les mêmes niveaux de réemploi qu'on a en France, qui sont des niveaux plutôt élevés par rapport à ce que font d'autres États membres. Mais bon, comme on est plusieurs États autour de la table, c'est compliqué. Il y a les gros lobbies, notamment, je pense à McDonald's, qui n'arrête pas de publier des études pour montrer qu'il vaut mieux jeter des emballages plutôt que de laver de la vaisselle. Et voilà, et donc face à ça, nous, on doit aussi faire du lobby et peser aussi lourd que ces grosses machines. On a déjà fait pas mal d'avancées. Donc, par exemple, les 20% de surface de vente dédiées au vrac dans les grandes surfaces, on a réussi à le faire entrer dans le texte européen. Le réemploi pour la restauration rapide, c'est-à-dire que quand vous consommez sur place dans un McDo, maintenant vous avez des emballages réemployables. Et bien ça, on a réussi à l'imposer aussi au niveau européen. L'obligation de reprise des emballages de boissons par la distribution, on a aussi réussi. Maintenant, il y a des renoncements, il y a des choses qui ont du mal à passer. C'est les objectifs de réemploi pour les producteurs de denrées alimentaires et de boissons comme on a en France. Donc les négociations sont toujours en cours. On a un collectif réemploi qui œuvre et on a une association européenne du réemploi qui s'appelle New Era et qui nous aide hein, dans nos actions de lobbying pour faire en sorte que ce texte qui va sortir en 2024 ne vienne pas en fait comment dire anéantir toutes les avancées que la France a et en tout cas qu'ils ne viennent pas
interdire à la France d'aller plus vite dans certains domaines, même si d'autres États membres veulent aller moins vite. Voilà, alors là, il y a d'autres textes au niveau européen, dont un qui est en cours de négociation et qui est très, très embêtant parce qu'il envisage d'interdire la vente en vrac de produits détergents. Donc là encore, il faut qu'on fasse du lobbying pour expliquer que la vente en vrac de produits détergents existe, qu'on a un marché, que si jamais le texte sort, c'est plus en France, c'est plus de 3000 emplois qui sont à la clé. Au niveau européen, en France, on est le marché le plus en avance au niveau du vrac. Et donc, le texte est sorti et ils ne se sont pas rendus compte de l'impact que ça aurait sur un marché qui existe et qui est déjà effectif en France. Donc, on a bon espoir que le texte ne sorte pas comme ça, mais on a beaucoup de travail de lobbying à faire. Parce que là encore, il n'y a pas que la France, il y a tous les autres États membres. Et on travaille aussi dans le cadre au niveau international, puisqu'il y a en ce moment même une négociation internationale sur le traité contre la pollution plastique, dans lequel on essaye de montrer que le réemploi est une solution pour réduire la pollution plastique. Donc vous voyez un agenda chargé pour ce qui concerne les actions de lobbying de notre association. Voilà, j'espère que ces informations vous sont utiles. Maintenant, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes pour le temps d'échange et je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez sur cette partie réglementaire. N'hésitez pas du coup à poser vos questions. Si vous n'avez pas de micro, vous pouvez écrire et je me chargerai de faire votre porte-parole auprès de Lucia, mais sinon vous pouvez prendre la parole librement. Il y avait juste une question à l'écrit sur quand tu as parlé, Lucia, des boulangers charcutiers et de leurs obligations. Est-ce que c'est la même chose pour les supermarchés ou les grossistes? Je crois que tu as déjà répondu que ça concernait bien tous les Oui, metteurs oui, en oui. marché. Normalement, par exemple, le Biocoop, ils sont adhérents d'un éco-organisme parce qu'ils mettent des emballages en marché. Alors, par exemple, les sachets Kraft, c'est un emballage réemployable. Ou quand on va acheter la tranche de jambon dans le sachet, c'est un emballage réemployable. Ou quand ils mettent à disposition des contenants pour l'achat de produits détergents, c'est des emballages, pas réemployables, qu'est-ce que je dis? C'est des emballages. Et donc, à partir du moment où on propose des emballages, on est metteur en marché d'emballage. Et donc, on doit adhérer à un éco-organisme. Même si l'emballage est dit recyclable. Oui, c'est tous les emballages, qu'ils Alors soient nous, recyclables, réemployables. En fait, tout emballage va avoir une fin de vie. Et donc, le producteur, quand il adhère à l'éco-organisme, c'est sa façon de contribuer à la fin de vie du déchet de son emballage. alors le supermarché, donc lui, on ne l'embête pas avec ses emballages. Mais mon fournisseur référencé quelque part aussi, qui me livre lui, comment je vais faire? Alors, vous n'avez pas à vérifier que votre fournisseur il respecte son obligation d'adhésion, hein. Mais normalement, votre fournisseur référencé, il éco-contribue. S'il éco-contribue pas, ça, c'est pas votre responsabilité, hein. D'accord. Alors nous, Mais il faut savoir que, alors, je suis très nulle en maths, mais le fonds réemploi de Citeo, c'est 50 millions d'euros. On sait que 50 millions, c'est 5% de son chiffre d'affaires. Donc, en gros, Citeo, c'est quoi son chiffre d'affaires? En plus, j'ai déjà fait le calcul, mais j'oublie tout le temps. si c'est 5%, donc du coup, ça doit être 500 millions, non? Voilà, donc Citeo, Au moins. c'est Voire 500 le double. millions. 500 millions, c'est ça? Non, le double, je crois. C'est 100 millions? Non, c'est Non. 1 milliard du coup. 1 milliard, je pense, non? Donc Citeo fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et son chiffre d'affaires, c'est uniquement les adhésions des producteurs d'emballage. Donc, tous les gros producteurs d'emballage, hein, que ce soit Coca-Cola, Kellogg's, Uncle Ben's, enfin, tous les emballages que vous voyez dans un supermarché, ils éco-contribuent chez Citeo. Donc, ils donnent plusieurs milliers d'euros par an à Citeo pour gérer la fin de vie des emballages qu'ils mettent en marché. Et ils ont plutôt intérêt à le faire puisque en faisant ça, ils ont accès à des primes, des éco-modulations, le fonds réemploi, etc.
Et ça peut vous intéresser, vous aussi, ou même lunettes, si jamais vous avez besoin d'investir dans des boîtes réemployables, si vous faites des pique-niques pour les enfants en classe de mer qui partent à la journée et que vous voulez acheter des tupperwares pour mettre les salades du midi, les sandwichs ou que sais-je, ça peut peut-être vous intéresser et vous permettre d'accéder à ces fonds-là. Alors nous, on demande déjà, du coup, pour tous nos groupes et clients éventuellement qui souhaitent des pique-niques, d'emporter leur petit tupperware ou contenant, puisqu'on ne le fournit plus déjà. Tout ce qui est vente à emporter, donc du coup, on leur demande d'emmener un saladier, une chose comme ça, donc du coup, directement de chez eux. Donc on dépanne éventuellement pour ceux qui n'ont pas emmené, parce qu'il y en a toujours un ou deux avec des produits qui sont recyclés, je dirais, quelque part, ou recyclables. Donc c'est là où on va être peut-être contributeur, donc du coup, de ces objets éventuellement aussi pour leur fournir aussi à titre gratuit quelque part aussi. Il y a des éco-cups aussi, je ne sais pas s'ils font des choses comme ça aussi. Qui ça, il Dans le cadre de ce fonds éventuellement aussi dont vous parliez, du coup Léa, est-ce qu'ils fournissent aussi des genres d'éco-cups ou des choses comme ça? Est-ce qu'ils Alors, peuvent financer l'achat d'éco-cups? C'est ça la question, je pense. Voilà, exactement, pardon. Si c'est une solution de réemploi, oui. Oui, parce qu'après, l'éco-cup, tu la récupères à la fin. Bien sûr, oui, parce qu'on met une caution. On avait essayé ça il y a quelques années. C'était une caution et quelque part aussi de l'autre côté. Et après, du coup, voilà, comme dans certains festivals ou des choses comme ça aussi. Et après, ils récupèrent du coup leur caution avec la récupération du coup de l'éco-cup. Ouais. Alors, moi, cette question-là autour des pique-niques m'intéresse tout particulièrement parce que dans le cadre de notre activité de classe de découverte, tous ces jours de vacances, on fournit effectivement des pique-niques régulièrement aux enfants. Et pour le coup, actuellement, les sandwichs sont emballés soit dans du cellophane, soit dans du papier aluminium. Et du coup, l'achat de Tupperware pour pouvoir éventuellement mettre plusieurs sandwichs dedans ou autre, ok, c'est une solution. Mais par exemple, moi, je suis sur une structure qui est déficitaire tous les ans. Donc, c'est compliqué en termes d'achat, d'investissement. Ça représente des budgets qui, pour une grosse entreprise, paraissent dérisoires. Moi, à l'échelle de ma structure, par exemple, représente un budget qui est non négligeable, quoi. Ouais, je comprends. Et vous avez un lave-vaisselle? Oui, bien sûr. Ouais, donc ça, c'est voilà, c'est quand même déjà bien. Pour faire du réemploi, c'est le Oui, premier. on est C'est d'accord. pas la chose. Mais pour les petits producteurs comme ça, type ce que vous faites, vous, c'est la filiale de Citeo qui est intéressante pour vous, c'est Adelph. D'accord. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, du tout, du tout. Je vais vous mettre dans le chat le contact que j'ai chez Adelph. D'accord. Elle est vraiment très bien. Et en fait, c'est vraiment, comme Citeo, c'est plutôt les grosses marques et la grande distribution. Ils ont créé une filiale Adelph qui gère plutôt les petits commerces, les petits vignerons, les petits producteurs. Donc, je pense qu'elle peut être hyper intéressante pour vous. Et ils ont aussi un fonds réemploi spécifique. Alors, moins D'accord. important que celui de Citeo, mais il existe. C'est Pauline Tabourel. Et j'en profite le temps que tu cherches, Lucia, pour apporter une autre précision. Ça va nous amener doucement vers la conclusion, même si vous avez d'autres questions, on va prendre le temps d'y répondre, bien sûr. Dans le cadre de cette convention de partenariat régional, l'accès à du financement, nous, on n'a pas d'argent, on n'est pas une banque, entre guillemets, Réseau Vrac et Réemploi, mais l'accès à des financements de la région est facilité par la convention. Il y a notamment des caps transition écologique. Et le dossier est géré par la personne qui gère aussi notre suivi de convention. Donc, ça peut être. En fait, il faut saisir absolument l'opportunité de cette convention de partenariat régional pour accéder. Alors, des fois, on accompagne sur la recherche d'un local, sur de la communication à ses employés. On peut fournir tout ce qui est affiches, kits, etc. Mais aussi ça, en fait. Si on ne sait pas trop à qui demander, quoi demander, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et moi, je vous mettrai en lien aussi avec les bonnes personnes au niveau région. Et après, par rapport à la vente en vrac, là, toujours pour des questions budgétaires, hein, même si on aimerait toujours être sur des produits de meilleure qualité tout le temps, etc., on a aussi des problématiques économiques qui font que malheureusement, je repense aux céréales notamment, parce que là, c'est des choses qu'on trouve assez facilement en vrac.
moi, je sais que, par exemple, sur le supermarché à côté de chez moi, mais d'autant plus aussi à la Biocoop, malheureusement, les prix au kilo sont parfois plus élevés en vrac que sur même des grandes marques nationales. Et moi, Dieu sait que je ne suis pas sur de l'achat de grandes marques. Hein. J'aimerais être sur des produits de meilleure qualité, mais les budgets nous forcent à aller sur malheureusement des produits parfois un peu bas de gamme. Et des fois, là, entre les valeurs et les convictions environnementales, etc., qu'on a, et les problématiques économiques, malheureusement, on se rabat sur des produits qui sont suremballés et qui nous coûtent moins cher. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique qui fait qu'on est bloqué, enfin, on se sent bloqué, malheureusement. Ça fait partie des grosses actions de lobbying qu'on mène, puisque en fait, c'est clair et net, le principe, c'est qu'un produit en vrac, si on veut que le consommateur l'achète, il doit être moins cher que son équivalent en préemballé. Et ça va être la même chose pour le préemballé consigné, parce qu'il y a un effort supplémentaire qui est demandé au consommateur de ramener son contenant. Donc, on doit être moins cher. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous payez moins cher l'emballage à usage unique, parce qu'en fait, malheureusement, toutes les externalités négatives de ce produit emballé dans un emballage unique ne vous apparaissent pas directement dans le prix du produit. Vous l'avez dans vos impôts avec votre taxe d'ordures ménagères, vous l'avez avec des taxes diverses et variées, vous l'avez avec la pollution plastique autour de vous, enfin voilà. Mais on a une espèce de concurrence déloyale qui fait que le consommateur a l'impression qu'il ne paye pas d'emballage. Mais en fait, il paye des externalités négatives qu'il ne connaît pas. Et nous, on plaide beaucoup pour avoir des avantages, parce qu'en fait, le vrac, malgré tout, ça demande de la main-d'œuvre. On n'a pas de volume, donc c'est très compliqué d'être aussi compétitif. Et en plus, c'est souvent du bio aujourd'hui. Donc, dans l'esprit du consommateur moyen, le vrac, c'est cher. Parce que oui, il y a la main-d'œuvre derrière pour laver les équipements, il y a des gens qui sont formés, qui font des étiquetages, il y a du transvasement, il y a de la manipulation. On n'a pas de volume, on a beaucoup moins de volume. Donc, on doit rester compétitif. Et nous, on demande de l'aide à l'État. On n'arrête pas d'essayer de demander une TVA nulle pour les produits vendus en vrac. Mais c'est un sujet qu'à chaque fois, on nous dit c'est européen, il faut aller au niveau européen. Et on demande aussi en parallèle à ce que les produits emballés soient, eux, taxés pour qu'en fait la concurrence soit restaurée entre ces deux types de ces deux modes de distribution. Mais avec les systèmes de REP dont je vous parle, au fur et à mesure dans le temps, on va commencer à le sentir parce que vous voyez, il y a des pénalités pour les emballages à usage unique. Ces pénalités que vont payer les producteurs, ils vont forcément répercuter ça sur le prix de leurs produits. Alors que pour le réemploi, on va avoir des primes. Donc, au fur et à mesure du temps, ça devrait s'équilibrer. Et puis, tous les financements dont je vous parle, notamment des CAPEX via le fonds réemploi, mais on a aussi dans le cadre de la REP des soutiens aux OPEX, notamment si un distributeur décide de faire laver des contenants, il va pouvoir être soutenu aussi dans le cadre de la REP. Tous les soutiens qu'on a de ces OPEX, de ces coûts liés au réemploi, ils vont être obligatoires en phase d'amorçage. Et normalement, ça devrait aussi permettre de faire en sorte que le modèle économique du vrac et du réemploi soit économique, en tout cas en phase d'amorçage, quoi. Et après, ça peut être aussi certains produits, enfin, les céréales, vous parlez dans le centre parce que c'est ce que vous proposez le matin au petit déjeuner, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Parce que, bon, après, du coup, il y a des projets. Alors, céréales du petit déjeuner, je n'en ai pas en tête, mais il y a certains producteurs locaux, vous devez déjà connaître ceux qui sont autour de vous, mais n'hésitez pas, pareil, à revenir vers moi. On en a parmi nos adhérents qui travaillent avec les structures d'aide alimentaire, donc qui ont des projets un peu spécifiques et des prix un peu différenciés. Donc, ça peut aussi valoir le coup sur certains produits. Donc, céréales du petit déjeuner, je n'ai pas en tête, mais peut-être d'autres produits, ça peut être ça aussi. Ouais, alors après là, on se confronte à encore une fois, moi j'ai une toute petite structure, hein. Moi j'ai à peu près 35 gamins par semaine, donc je suis vraiment sur un tout petit centre très familial, etc. Après, la grosse difficulté, ça fait quelques années que j'ai pris contact avec des producteurs locaux, hein, que ce soit pour la viande, que ce soit pour les légumes, etc. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance de bosser avec un maraîcher sur le village à côté, donc ça, c'est exceptionnel. Le gros souci que l'on a, c'est que du coup, on est confronté à des manques de filières d'approvisionnement. Oui. Et du coup, en fait, on se rend compte que à partir du moment où on a des petites quantités,
Je ne parle pas d'un collège qui fait 800 couverts ou un lycée 1000 couverts, etc. Dès lors qu'on est sur des toutes petites quantités, vu que ça manque de filière d'approvisionnement, on est bloqué. Et en fait, le lundi soir, on va être chez tel producteur pour les œufs. Le jeudi, on va être chez tel autre producteur pour les légumes, et ainsi de suite. Et en fait, ça devient un boulot à part entière. Et on ne peut plus assumer en fait le reste de nos missions Oui. professionnelles. Voilà. Et donc du coup, mais j'ai déjà participé à différents temps d'échange sur justement l'alimentation en collectivité ou autre. Et en fait, il y a cette difficulté de manque de filière de livraison, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Alors en local, des plateformes d'approvisionnement sur des produits, on va dire, plus durables, j'en connais 2. Enfin, je sais pas si vous connaissez Manger Bio et AproBio, je sais pas si ça vous parle. Ouais, Ouais. tout à fait. Ils sont en train de se développer. Et après, sinon, c'est sûr que c'est un gros sujet, la logistique. Bon, là, Enfin, on sort du sujet, du sujet de la réunion en question, mais voilà, du coup, c'est vrai que ouais. c'est une Non, mais ça, difficulté à laquelle on est confronté, quoi. c'est aussi un frein qu'on a bien identifié, que ce soit au niveau national et en local. On a certains de nos adhérents qui travaillent dessus, mais les projets ne sont pas encore tout à fait aboutis sur comment optimiser ce flux logistique-là. Donc, bon, on pourra en reparler, je pense, dès 2024. Mais c'est un sujet qu'on a identifié, qu'on connaît bien et on réfléchit dessus. Ça marche. Est-ce qu'il y En a tous les cas, d'autres questions? Ouais, ouais. Et en tous les cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. super. Merci. J'ai repartagé mon écran pour la fin. Et n'hésitez pas, je ne sais pas si tu as une slide peut-être dessus sur le salon. Parce Ouais. que la visite du salon va vraiment vous permettre aussi de voir tout ce qui existe en termes de solutions en fonction des circuits qui sont les vôtres. Voilà, je te laisse Ouais. peut-être. Ouais, ben juste une dernière slide enfin les quelques dernières slides de conclusion. Voilà, j'avais mis à vous de jouer en fonction. Enfin, là, on vous a donné plein d'informations. C'était assez riche. C'est souvent ça, les points réglementaires. Il y a beaucoup d'informations un peu techniques. On vous enverra bien sûr le support de présentation avec nos coordonnées si jamais vous voulez nous recontacter par la suite en fonction de vos projets et de la suite que vous voulez donner au sujet du vrac et du réemploi. Ah oui, j'avais mis une petite slide un peu récap de pourquoi c'est intéressant de se tourner vers le vrac et le réemploi, bien sûr pour se conformer à certaines réglementations que vous a présentées Lucia, pour effectuer des économies aussi quand on n'achète plus d'emballages jetables pour celles et ceux qui en ont parmi vous. Et puis s'inscrire dans un changement et même dans l'avenir, n'ayons pas peur des mots. Et le communiquer aux personnes que vous accueillez, ça, on pourra vous accompagner dessus également. On fait souvent des kits de communication clés en main à destination de tous nos partenaires et ou adhérents. Des petites affiches colorées pour expliquer aux enfants qu'on ne va pas jeter son assiette, mais on la rend bien. Enfin, je caricature exprès, mais c'est pour vous donner des exemples. Voilà. Alors là, du coup, vous avez mes coordonnées si vous voulez faire un screenshot. Et puis, je pourrais également vous donner celle de Lucia si jamais vous avez des questions très techniques, réglementaires, bien sûr. Donc, moi, vous avez bien compris, hein, c'est plus pour le projet de développement ici en local, en région et l'opportunité de cette convention de partenariat. Lucia, c'est vraiment sur des questions très techniques et réglementaires. Voilà, si jamais vous voulez rejoindre l'association VRAC et Réemploi, n'hésitez pas, je vous enverrai également un lien pour adhérer si jamais vous le souhaitez. Vous aurez accès donc à l'expertise de Lucia, à d'autres formations dont on a parlé et peut-être que ce serait intéressant d'en organiser une avec l'UNAT, on pourra en reparler. D'autres ressources, évidemment, tout notre réseau d'adhérents, ceux qui proposent des boîtes consignées par exemple, mais aussi des partenaires éventuels, un soutien à la communication et tout un tas d'autres choses. Sachez aussi que se tourner vers le vrac et le réemploi, ça peut être intéressant pour vous si vous êtes en recherche de labels ou de certification, où souvent il y a des dimensions réduction des déchets dans les cahiers des charges de ces labels-là. Donc, c'est aussi un moyen d'accéder à ces certifications-là. Voilà, je crois que j'en ai fini sur les prochains temps forts. Donc cette semaine, c'est vrai que j'en ai oublié d'en parler, mais c'est bien la semaine européenne de réduction des déchets. Donc c'est l'occasion de réfléchir sur la réduction des emballages à la source. C'est le thème de cette année. Il y a peut-être des animations autour de vous ou même dans vos propres centres. Le mois du vrac et du réemploi aura lieu pendant tout le mois de mars, du 1er au 31 mars 2024.
c'est un temps fort où on met la lumière sur cette filière-là. Donc, on organise plein d'actions de sensibilisation citoyens-citoyennes. Donc, les personnes que vous accueillez et puis les citoyens de manière générale, même vous dans vos vies personnelles, on va mener une grande campagne de communication nationale aussi bien en digital qu'en présence par des actions événementielles. Et le salon du vrac et du réemploi qui cette fois-ci aura lieu le 26 et 27 mai 2024 au Parc Floral à Paris. C'est un salon cette fois-ci uniquement professionnel, donc il n'y aura pas de visiteurs grand public, mais vraiment des professionnels exposant autour de 3 thématiques sur comment on développe le vrac, sur comment on met en place le réemploi et comment on accompagne les consommateurs à se tourner vers cette filière. Mais il y aura aussi, bien sûr, c'est un salon professionnel, donc beaucoup de conférences, des masterclass sur des sujets très précis, l'occasion de rencontrer des clients, des fournisseurs, des partenaires, et puis de trouver des solutions aux problématiques qu'on peut se poser. Si on a des questions sur le schéma logistique, il y aura peut-être des réponses au salon. Donc n'hésitez pas aussi à prendre votre place pour venir visiter le salon. Voilà, je pense que c'était ma dernière slide. Voilà, c'est bien ça. Merci pour votre présence aujourd'hui. On a un tout petit peu de retard. Si jamais il y a une toute dernière question, n'hésitez pas. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci Léa, merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.